Les partis politiques ne peuvent pas tout. Quelques mois d'une campagne électorale faussée, escamotée, presque volée, ne permettent pas d'éveiller les consciences de la majorité des Français, quels que soient les dévouements, les engagements, les mobilisations militantes. Les hommes politiques ne peuvent pas tout. La présidentielle a apporté la preuve qu'il n'y a aucune victoire électorale possible ou envisageable sans mener jour après jour le nécessaire combat culturel et de lutter contre l'emprise du parti des médias sur les opinions publiques. En 2022 comme en 2017, ce sont les vecteurs officiels de l'information qui ont choisi le candidat vainqueur à l'Élysée. Le parti des médias règne donc encore en maître. Avec votre aide, plus pour longtemps. Il faut donc réduire le parti des médias aux mains de la bien-pensance, des oligarques ou de l'État, en renforçant une presse alternative vraiment indépendante et totalement libre. Depuis 8 ans, TV Liberté mène ce travail incessant avec succès. Mais imaginez un instant que TVL atteigne la taille d'un BFM, d'un TF1 ou de France 2. Le scandale d'état de la gestion sanitaire aurait fait la une et aurait livré son lot de mensonges éhontés. Imaginez. Le scandale d'état McKinsey aurait fait la une et aurait été pleinement connu des Français avant qu'ils se prononcent dans les urnes. Imaginez. Pour mettre TV Liberté au sommet donc de l'information, pour que TV Liberté touche donc tous les Français, il est nécessaire que les donateurs et les téléspectateurs ne relâchent pas leurs efforts. Nous les sollicitons à nouveau aujourd'hui. Notre appel aux dons doit permettre d'amplifier l'action de TV Liberté, d'équilibrer notre budget annuel, de prendre en compte les mois d'été où les rentrées financières se raréfient et surtout de soutenir les actions de développement des prochaines semaines. La priorité est en effet la refonte complète de notre site internet. Il s'agit de le rendre plus attractif, plus intuitif, plus ergonomique, mais aussi et surtout plus sécurisé. Un vaste travail de sécurisation pour prévenir des attaques que nous subissons. Le site internet de TV Liberté est, vous l'avez bien compris, le gage de la diffusion et du rayonnement de nos programmes. Mais censure, la dernière en date de Google YouTube, remonte à peine quelques jours de bannissement en interdiction. Le développement de notre site internet est donc un élément vital de notre développement et à ce projet s'ajoutera aussi d'ailleurs la création de nouvelles applications mobiles et l'arrivée d'applications TV. Notre mission est claire, nos objectifs sont tracés, participer à la grande aventure de la presse alternative en nous soutenant financièrement. Imaginez un instant que TVL ait la puissance de France 2, TF1 ou BFM. Aidez-nous par un don utile contre le parti des médias. Contre ce parti des médias, prenez le parti des libertés. Aidez TV Liberté. Chers téléspectateurs de TV Liberté, voici une nouvelle émission au cours de laquelle je suis heureux d'accueillir monsieur le professeur Bertrand Joly. Monsieur le professeur, et je dis chers collègues, puisque nous avons exercé la même éminente profession, vous êtes un spécialiste incontesté de l'histoire contemporaine en particulier, vous êtes professeur d'histoire, et vous avez une connaissance incroyable, selon moi, de la Troisième République. Et vous venez de sortir aux éditions du CNRS un livre qui s'intitule « Aux origines du populisme, histoire du boulangisme ». Alors, nous allons voir si le boulangisme, un peu oublié aujourd'hui, il faut le dire,
est véritablement aux origines du populisme. Mais est-ce que vous pourriez tout d'abord, pour nos téléspectateurs, nous dire ce qu'est le général Boulanger et peut-être aussi ce qu'a été le boulangisme? Le général Boulanger, comme son titre donc l'indique, est un militaire. Fondamentalement, au fond lui-même, il est militaire et le restera jusqu'à sa mort, même après son retour à la vie civile. Il a servi honorablement sous le Second Empire, il a été blessé plusieurs fois, oui. Oui, il s'est battu en Italie, en Indochine, en Algérie. Oui. Et donc une carrière brillante qu'il a fait monter rapidement. Après la guerre de 70, il a un peu végété quelque temps dans les garnisons de province, comme tous les officiers le font. Et cet homme veut arriver. C'est, à mon avis, un des moteurs du personnage. On peut le qualifier d'arriviste. Et pour cela, il va rapidement comprendre que c'est le monde politique qui va lui permettre d'aller de l'avant. Il va donc tour à tour, selon les variations politiques, d'abord flagorner les royalistes, puis les républicains modérés, Gambetta, puis les radicaux, Clemenceau. Et c'est donc Clemenceau qui va le pousser. Alors Clemenceau, dont on dit qu'il a été son condisciple au lycée de Nantes, mais... C'est sans doute une légende, car les deux hommes ont 4 ans d'écart. Oui. Ils ont tous les deux été élèves à Nantes, c'est sûr, mais on doute qu'ils se soient beaucoup parlé dans les cours de récréation. Bien sûr, oui, à 4 ans, à cet âge, ça compte. Oui. Ça compte. Et donc, voilà Boulanger ministre dans le gouvernement Freycinet, une coalition entre radicaux et républicains modérés. Boulanger va d'une part assez rapidement prendre ses distances avec Clemenceau et surtout faire parler de lui. Car je crois que c'est ça qui le rend intéressant, il a un don extraordinaire de communication. Il a, on peut le dire, près d'un siècle d'avance sur son temps. Il sait accaparer l'attention. Pourtant, ce n'est pas un grand orateur, ce n'est pas un grand esprit, à mon avis. Mais il a ce don qui fait que dans un groupe, quand il y a Boulanger, on ne voit que lui. Et donc, par une série d'initiatives assez tapageuse, peut-être un peu démagogique, mais qui parle au public, il va faire parler de lui, la plus connue bien sûr, peut-être la plus insignifiante, étant autoriser les soldats à porter la barbe. À porter la barbe, oui. Repeindre en tricolore les guérites. Tout à fait. Oui. Plus sérieusement, remplacer la paillasse par un matelas. Et la gamelle par une assiette. Absolument. Oui. Encore que la gamelle, c'est aussi pratique que l'assiette, à mon avis. Mais enfin, bon. En campagne, sûrement, mais à la Casia, c'est pas le sujet du débat, je pense. Donc, Boulanger devient populaire. Incontestablement. Bon, il a d'adversaires. Les républicains modérés autour de Ferry voient ce personnage avec beaucoup de réticence d'abord, beaucoup d'hostilité ensuite. Et donc, à la suite de ça, divers événements, de divers incidents, notamment avec l'Allemagne, la fameuse affaire Schneebele, où les deux pays ont été peut-être pas au bord de la guerre, mais enfin où il y a eu une tension. Alors là, je vous arrête à l'instant parce que je connais l'affaire Schneebele depuis mon enfance. C'est un peu particulier parce que mon arrière-grand-père, Émile Flourens, était ministre des Affaires étrangères dans ce cabinet auquel appartenait... Alors, je ne sais pas si c'était le cabinet Freycinet ou Goblet. C'était Goblet. C'était Goblet. Dans le même cabinet que celui où Boulanger était ministre de la guerre. Et, alors, j'ai toujours entendu dire dans ma famille, mais vous me direz si c'est exact ou pas, que Boulanger était assez belliciste et que mon trisaïeul, lui, était surtout soucieux de calmer le jeu et d'être sûr que la Russie viendrait dans une position plutôt favorable si l'Allemagne décide d'attaquer. Mais peut-être doit-on rappeler d'abord ce qu'est l'affaire Schneebele. Schneebele est commissaire spécial de police des chemins de fer. C'était le nom euphémistique de la police politique. Oui. Et il était également chargé de tout l'espionnage français en Alsace-Lorraine occupée, ce que les Allemands savaient. Et donc, pour donner un coup d'arrêt à un espionnage qui, quand même, prenait de l'ampleur, les Allemands ont décidé de faire un exemple et d'arrêter Schneebele. Ils lui ont adressé une convocation écrite pour une affaire de service, ce qui arrivait souvent. Le collègue allemand voilà, à la frontière absolument. Lui dit « Venez me voir, voilà, on a des problèmes à régler ». Ça se faisait couramment. Ouais. Donc Schneebele passe la frontière, des policiers allemands le sautent dessus. A-t-il réussi à se dégager pour repasser la frontière sur quelques mètres? On n'en sait rien, les témoignages divergent. Et à la limite, peu importe. Il est arrêté, incarcéré en Allemagne pour trahison, ce qui est un peu curieux, car étant français, on ne voit pas qui puisse trahir un pays étranger. Oui. Et le gouvernement français est extrêmement ennuyé, car ça sent la provocation. Et proteste contre cette arrestation. Oui, et alors, au Conseil des ministres, auquel vous avez fait allusion, deux thèses s'affrontent. Ceux qui veulent temporiser
Notamment Grévy. Grévy a une... Jules Grévy, président de la République, qui a une ligne de conduite nette, pas la guerre. Ouais. Tout sauf la guerre. Alors, Flourens, votre ancêtre, est en effet ministre des Affaires étrangères. Lui aussi est sur une position temporisatrice. On calme le jeu. Alors Boulanger, on a toujours dit que Boulanger était belliciste, voilà, on a toujours dit. C'était un va-t-en-guerre. Je n'en suis pas si sûr. On a notamment la lettre qu'il envoie peu après le Conseil à Clémenceau. Il lui raconte le Conseil, ce qui est d'ailleurs incorrect. Oui. Car le Conseil est normalement et le secret à huis clos, bien sûr. Oui. Et en fait, Boulanger expose qu'en réalité, il a surtout voulu se couvrir sa responsabilité. Ces hommes, je le crois, sont tous obsédés par la guerre de 70. Oui. L'impréparation, les imprudences. Et donc, ils ne veulent pas recommencer, ce qu'on peut comprendre. Oui. Et donc, Boulanger, lui, veut prendre des mesures de précaution préparatoires au cas où. D'accord. Et donc, il se heurte... De mobilisation partielle ou des choses comme ça. En tout cas, de faire occuper les principales routes d'accès, etc. Et ce qui va sauver la paix et Schneebeli, c'est que les policiers côté français ont fouillé son bureau. Ah oui, c'est ça. Moi, on me disait, quand j'étais enfant, excusez-moi de vous interrompre, que mon arrière-grand-père, je doute qu'il l'ait fait lui-même, était allé dans la corbeille à papier de Schneebeli retrouver la convocation que son collègue allemand lui avait adressée. Non, c'est pas lui, ce sont les policiers locaux qui l'ont retrouvé. Et en droit international... Ça valait sauf-conduit. C'est un sauf-conduit inattaquable. Ouais. Donc, on en envoie copie à l'Allemagne, et Bismarck, après avoir beaucoup grogné-grommelé, relâche Schneebeli. Voilà. Donc, il y a l'affaire. Mais alors, la popularité de Boulanger que l'on gratifie dans l'opinion d'une attitude de fermeté vis-à-vis de l'Allemagne, augmente à ce moment-là. Oui, c'est l'homme qui a fait reculer Bismarck, ce qui est complètement faux. Oui, on a les rapports entre l'ambassade d'Allemagne et Berlin, ils ne prennent pas Boulanger au sérieux. À aucun moment. Mais qu'importe la réalité, c'est ce que l'opinion en fait. C'est l'apparence. Donc Boulanger devient à la fois populaire, encore plus, et il devient un danger pour la paix. Donc les républicains modérés vont renverser le ministère Goblet pour se débarrasser de Boulanger, qui est rendu à la vie civile, qui va être envoyé en garnison, déporté, dira Henri Hochefort, en Auvergne. Il est nommé au 4e corps à Clermont-Ferrand. Au 10e. Et alors là, la foule se presse pour saluer son départ et même pour empêcher le train de partir. Absolument. La gare de Lyon, la foule envahit la gare. On a dit 100 000 personnes, parfois 1 million, c'est absurde. 10 000, c'est déjà beaucoup. Et c'est pareil, un ordre de grandeur déjà tout à fait correct. Les rails sont donc occupés. Boulanger est dans un wagon, il ne peut pas en sortir. Finalement, le préfet Lépine, qu'à l'époque il n'y a pas grand préfet, qui est secrétaire général de la préfecture de police, Lépine a réussi avec 100 agents à le faire descendre du train et l'emmène sur les voies, une locomotive à vapeur, sous pression, à quelques mètres de là, qui l'emmène jusqu'à Charenton, où là, il va pouvoir récupérer le train de Clermont. Cette scène horrifie les républicains modérés, scène de bas-empire, etc. Vous imaginez le style. Boulanger n'y est pour rien. Lui, non. Bon, il a un petit peu chauffé quelques jours avant, il a bien fait savoir à quelle heure il partait et quand. Mais non, il était surpris par l'ampleur de la foule et à la fin très agacé. Il voulait partir. Bon. En plus, il fait très chaud, il était très incommodé. Bon, bref, voilà Boulanger à Clermont. Et alors, un militaire, vous savez, n'a pas le droit, surtout à l'époque, de se mêler de politique. Et Boulanger, lui, s'en mêle. Avec un code chiffré, il correspond avec ses amis à Paris, et notamment avec Georges Thiébaut, un journaliste bonapartiste, qui va organiser sa candidature illégale aux élections partielles. Et à l'époque, il y en a beaucoup plus qu'aujourd'hui. À l'époque, les députés meurent peut-être plus vite, mais ils n'ont pas de suppléant. Donc, dès qu'un député meurt... Il y a une élection partielle, et comme c'est le scrutin de liste, tout le département vote. Donc, une série de... Mais alors, on fait des listes boulangistes avec Boulanger en 1, c'est ça Non, mais quand il n'y a qu'un seul poste à pourvoir, il y a un seul candidat. D'accord. Donc, Boulanger est le seul candidat. Sauf dans le Nord, où ils sont 2. Oui, mais alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, ce ne serait pas possible. Aujourd'hui, il faut une déclaration de candidature à la préfecture, sinon votre candidature est complètement irrecevable. Absolument. Voilà. Tandis que là, on pouvait élire qui on voulait. Absolument. Mais alors, on mettait le nom Boulanger sur les bulletins de vote ou d'autres se chargeaient d'imprimer ces bulletins Les deux procédés étaient admis. Il y avait ce qu'on appelait des cabaleurs, des distributeurs de bulletins imprimés, mais il était permis, illicite, d'écrire à la main son bulletin. D'accord. À l'époque, il n'y a pas d'enveloppe.
Oui. pas d'isoloir. Ah oui. Donc, en fait, tout le monde sait ce que chacun vote. Ah oui, d'accord. Bon. Boulanger va donc être élu dans plusieurs circonscriptions. Il est battu aussi. Ça, l'historiographie le dit moins. Oui. Et à plusieurs reprises, il est battu ou il évite une défaite certaine. Et ces succès commencent à inquiéter sérieusement, non seulement les républicains modérés, mais une partie des radicaux. Surtout quand Boulanger est élu député de la Seine. Ah oui, alors là, il y a cette janvier. fameuse élection triomphale, semble-t-il. Je sais pas, de 260 000 voix, quelque chose comme ça. À peu près, oui. En tout cas, un succès énorme. Oui. Et Paris, à l'époque, c'est la citadelle des radicaux, de l'extrême gauche. C'est le Paris des révolutions, le Paris de la Commune. Oui. La victoire de Boulanger, que beaucoup assimilent au césarisme, est une sorte de gifle pour tous les radicaux. Oui. Et cela va convaincre les radicaux, enfin ceux qui ne sont pas derrière Boulanger, qu'il faut maintenant s'allier avec les modérés pour liquider ce gêneur. C'est donc, on va procéder en plusieurs... D'abord, Boulanger avait été éligible depuis 88, car il avait été mis à la retraite, ce qui le rendait un citoyen comme les autres. Et pour la contre-attaque anti-boulangiste va se faire dans deux directions. Premièrement, réformer le scrutin. On revient au scrutin d'arrondissement, ce qui fait que les boulangistes doivent trouver des candidats partout. Alors qu'ils n'ont pas d'armature localement et ils ne sont pas à Paris. Mais ils constituent un comité. Voilà. Oui. Et d'autre part, on va aussi revenir sur l'autorisation des candidatures multiples. À l'époque, on pouvait se présenter partout. Oui. Désormais, on est candidat dans une circonscription et en effet, il faut en faire la déclaration préalable. Ah, c'est de cette époque-là que ça date. C'est à Boulanger qu'on doit cette réforme. Je ne le savais pas. Oui. Et deuxièmement, on va intoxiquer Boulanger, en lui faisant croire qu'il va être arrêté et déféré en haute cour de justice pour attentat contre la République. Parce que, alors là, je vous interromps, je me permets, parce que, contrairement à ce que moi j'avais appris presque en classe d'histoire, où le professeur, selon la doctrine habituelle, enfin en la matière, disait que après cette élection triomphale à Paris, département de la Seine, la foule pressait Boulanger de marcher sur l'Élysée. C'est une légende. Qui n'a pas voulu, mais que néanmoins il a été considéré comme un factieux, qu'à partir de ce moment-là, finalement, sa popularité a commencé à se déliter. Je pense, à mon avis, que sa popularité avait déjà diminué avant, mais peu importe, c'est insondable. La popularité d'un homme, surtout à l'époque. Mais il est exact qu'il a refusé de marcher le soir de l'élection. Donc c'était un légaliste, finalement. Et je crois qu'il a refusé de marcher, non pas par souci légaliste, ni par vertu républicaine, comme ses amis vont le dire, simplement parce qu'il savait qu'on l'attendait en face. Oui, parce qu'il ne suffit pas de prendre l'Élysée pour prendre la France. Et puis même, à l'Élysée, on l'attendait. Oui. Et de pied ferme. Ah oui. Toute la garnison de Paris était mobilisée à l'époque. Ah oui. Et donc, on a les souvenirs d'un académicien oublié aujourd'hui, Georges Lecomte, qui est en service, qui fait le service militaire à Paris, et qui raconte, ça s'appelle d'excitation, que lui et ses camarades ont quand on leur distribue les nouveaux lebels et les cartouches de guerre. Et tous ont une campagne. Excellent fusil. Excellent fusil. Mais dont Boulanger avait recommandé l'adoption, d'ailleurs. Tout à fait. Il avait joué un grand rôle dans sa fabrication en série. Ouais. Donc, Boulanger revient de marcher parce qu'il savait très bien qu'il n'avait aucune chance. Et la foule devant le restaurant où il fête la victoire est tout à fait pacifique. On ne crie pas à l'Élysée. On crie vive Boulanger, on est content, on a joué un bon tour au gouvernement. On peut peut-être crier à l'Élysée en souhaitant qu'il y arrive un jour. On peut-être crier, mais enfin, non, la foule n'est pas révolutionnaire. Elle est frondeuse, c'est pas pareil. Donc Boulanger est intoxiqué par le ministre de l'Intérieur, Constant, un homme très douteux à tout point de vue, mais très efficace, et qui lui fait croire qu'il va être arrêté, et que peut-être même dans la bagarre, il se défendra, un coup de feu malencontreux pourrait... régler bien des choses. Donc Boulanger prend peur. Boulanger qui est un homme courageux à ce champ de bataille, il l'a montré. Mais dans la vie civique, il n'a pas les nerfs qu'il faudrait. C'est souvent le cas des militaires. Je l'ai constaté personnellement comme parlementaire. J'ai vu des militaires tout à fait héroïques sur le plan du courage physique et nettement moins, à mon avis, je vous sur laisse le plan la responsabilité politique. de cette opinion. Donc Boulanger s'enfuit. On mettra en cause sa maîtresse. En Angleterre et à Bruxelles. D'abord à Bruxelles, et puis il va naviguer en Angleterre, puis après à Jersey, et il finira à Bruxelles. Il s'enfuit, et on s'étonne de cette fuite.
Oui. Parce que tous ses amis comprennent que c'est un suicide politique. Oui, Boulanger, c'était sa crânerie, son côté flambant, qui en faisait en grande partie la popularité. Là, il s'enfuit comme un banquier véreux qui craint que la police l'arrête. Mais alors là, justement, on va vous dire quand même un mot des forces politiques qui soutiennent Boulanger, parce qu'on voit, en vous écoutant, je vais peut-être vous choquer, que si la République gère mal, elle se défend bien. Bon. C'est vrai. Et d'une part, et d'autre part, on voit que les divisions de la droite ne datent pas d'hier. Il n'y a pas que les lepénistes et les zémouriens ou les partisans de tel ou tel, mais là, parce qu'il est soutenu au départ aussi bien par des orléanistes, des bonapartistes, des monarchistes légitimistes ou partisans des Orléans, des catholiques, des nationalistes républicains comme Déroulède, qui ne veut pas entendre parler de monarchie. Exact. Il est soutenu par une part, donc l'extrême gauche radicale et une partie de la droite. Et l'extrême gauche, à cause de son programme social ou... Non, de son programme révisionniste. Réviser la constitution orléaniste maudite de 1875. Ah, c'est ça, oui. Il faut dire que son programme était assez succinct. Oh, il n'y a pas le programme. Dissolution, révision constituante. C'est tout. Voilà, on dissout l'Assemblée, enfin la Chambre des députés. Oui. On révise la Constitution Absolument. Avec une Assemblée constituante. En disant qu'après, tout s'arrangera. Oui. Après, on aura un outil performant pour gouverner qui permettra de régler tous les problèmes. C'est en cela, excusez-moi, que là, je vous titille un peu encore. Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il est aux origines du populisme? Parce que moi-même, j'ai été qualifié de populiste. Aujourd'hui, on qualifie de populiste des mouvements comme ceux comme le Rassemblement National, comme le mouvement d'Éric Zemmour, etc. On peut être tout à fait en désaccord avec ces familles d'esprit, je pense que c'est votre cas, mais ils ont quand même une doctrine, qu'on l'accepte ou non, une doctrine qui a sa cohérence interne, même si on est en désaccord avec elle. Boulanger, c'est quand même très mince. Mais c'est même inconsistant. Oui. Inconsistant. Alors, tout dépend de quelle définition du mot populisme vous acceptez. Du populisme, on peut en trouver dans la Grèce antique. Oui. Les Gracques à Rome étaient populistes à leur manière. Oui. Ou la caboche au Moyen-Âge, au XVe siècle, était populiste. Oui. Ou la fronde, ou les sans-culottes étaient populistes à leur façon. Alors, vous appelez populiste, en somme, un mouvement populaire, par définition, mais qui s'agrège autour de quelques sauveurs plus ou moins providentiels, sans nécessairement beaucoup de cohérence dans la doctrine politique. C'est une définition qui est bonne, mais à mon avis un peu incomplète, car il s'y ajoute, je crois, dans le populisme, l'excitation forte du ressentiment. Ah oui. Le ressentiment, ceux qui s'estiment victimes d'un ordre social, politique, social injuste, et qui estiment qu'il y a une oligarchie au sommet qui empêche toute réforme sérieuse. Boulanger a joué... Mais ça a été un peu aussi le fond de commerce de tous les courants socialistes, marxistes, durant tout le 19e et le 20e siècle. La frontière entre démagogie et démocratie est extrêmement mince, on le sait tous, et que certains les franchissent dans les deux sens d'ailleurs, c'est sûr. Mais je crois que dans le cas du boulangisme, on peut parler de populisme dans la mesure où c'est comme le début d'autre chose. Ouais. C'est pas le populisme un peu simple, par exemple, le Grand Empire était populiste à sa façon. Oui, bien sûr. Oui. Là, c'est une sorte d'instrumentalisation beaucoup plus réfléchie de la vie politique, avec un parti de masse qui n'existe que sur le papier, mais qui existe, qui est conçu, et une sorte de propagande insistante. Boulanger comprend que le message n'a pas d'importance, c'est le véhicule qui compte. Il faut le matraquer incessamment, le répéter sans cesse, qu'importe le vide du fond, qu'importance, il invente la publicité politique sur une échelle inconnue jusqu'à présent. Alors il a dû affronter les manœuvres du ministre de l'Intérieur, le fait qu'on ait voulu lui faire peur, on a parlé d'intenter un procès en haute cour, etc. Mais et il a subi aussi les trahisons de ses propres amis ou anciens amis, la publication des coulisses du boulangisme. Avant d'aller là où vous voulez les étapes, avant cela, il faut d'abord qu'il est condamné en haute cour sur un dossier vide. Sur un dossier vide. Oui, il n'y a pas eu d'attentat contre la République de la part de Boulanger. Certains amis lui ont conseillé de le faire, ça c'est sûr. Oui. Mais lui n'en a pas fait.
Donc le dossier est vide. C'est assez dégueulasse quand même pour parler un langage que les populistes ne désavoueraient pas. Toutes ces pratiques. C'est un procès politique. On sait ce que des Clémenceau et tout y quanti. Oui, absolument. Mais on sait ce que valent les justices politiques. En tout cas, ça contribue à le discréditer. Et les boulangistes alliés aux royalistes, dont on n'a pas encore parlé, il faudra en parler parce que ceux qui payent. La duchesse d'Uzès, les 3 millions de la duchesse d'Uzès. Ou le banquier autrichien, le baron de Hirsch. Ceux qui payent. Il fait ça secrètement. C'est fait que quand ses liens avec les royalistes seront révélés, ça va lui aliéner les nationalistes républicains. Oui, donc, il rencontre le comte de Paris, je crois, mais secrètement. Une seule fois en secret à Londres. Ça ne compte pas tellement. Et il rencontre aussi, excusez-moi de vous interrompre, il rencontre aussi l'héritier, enfin, de la maison Bonaparte, Plomplon. Le prince Napoléon Jérôme. Ça, c'est plutôt. Il était encore militaire à l'époque. Il est allé en secret en Suisse rencontrer Plomplon, comme on l'appelle, ce qui est une imprudence folle. Parce que si la police, en plus, le suivait. Elle l'a perdu à Lyon, il a réussi à la dépister, mais les policiers savaient très bien d'où il venait. Il est revenu du train de Genève à Lyon, on sait ce que ça veut dire. Donc la police savait, mais n'avait pas de preuves. Ce qui est important, c'est que dans le camp royaliste, il y a ceux qui soutiennent Boulanger en disant c'est la dernière carte à jouer pour restaurer la monarchie. Mais c'est peut-être pas faux, d'ailleurs. C'est peut-être pas faux. Froidement analysé, on peut le penser. Mais encore que, à mon avis, je ne suis pas sûr que ça aurait marché. Il y a ceux qui disent qu'on ne peut pas soutenir un individu immoral qui a persécuté le duc d'Aumale, son ancien chef. Oui, c'est vrai, parce que, il faut dire, le duc d'Aumale a été privé de son grade, qui était un fils de Louis-Philippe, et qui était un général valeureux, tout à fait. C'était un général tout à fait valeureux. Et a été privé de son grade, et même expulsé de France. C'est la loi de bannissement, la loi d'exil, pardon. De 86, tout à fait. Des héritiers des familles qui ont régné sur la France. Une partie des royalistes trouvaient que s'allier avec cet homme-là, entouré de radicaux qui étaient des athées notoires, qui avaient voté toute la législation scolaire et que détestaient les royalistes, qui avaient voté également les curés Saccodo, qui obligeaient les séminaristes à faire service militaire, l'homme du divorce. Ce qui a beaucoup contribué, excusez-moi de vous interrompre encore une fois, ce qui a beaucoup contribué à faire diminuer l'anticléricalisme. Parce que dans la guerre de 14, les prêtres se sont trouvés dans les tranchées, comme tout le monde. Oui, tout à fait. La guerre de 14 a d'ailleurs beaucoup diminué les antagonismes réciproques, c'est certain. Boulanger, donc, avait contre lui une partie de la droite. Ça, on l'oublie un peu. Et ça a dû jouer quand même. Dans une circonscription où ça se joue à 200 ou 300 voix près, ça peut compter. Bien sûr. Bien. Donc, on a la lettre d'un royaliste qui, après la défaite électorale, dit finalement, c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. C'est quand même un peu étonnant pour saluer la défaite de son camp. Bien. Boulanger donc est battu aux élections de septembre 89. Il est battu, enfin ses amis sont battus aux municipales parisiennes de mai 90. Ils espèrent une reconquête à partir de Paris. Et au mois d'août 90 commencent les révélations, les fameuses coulisses de boulangisme auxquelles vous faisiez allusion, qui n'apprennent peu de choses à tous les gens qui étaient bien informés. Mais qui révèle au grand jour et au grand public que Boulanger, d'une part, a accepté l'argent des royalistes, qu'il leur a promis la restauration monarchique, même si, in petto, en avis, il ne pensait pas tenir sa parole, et qu'il a menti à tout le monde, aux royalistes, aux radicaux, aux Français. Et là, c'est la dégringolade. Nous arrivons presque au terme de cette émission. Je suis obligé, c'est bien dommage, parce que il y aurait tellement de choses à dire et à vous entendre sur le sujet. Et cette dégringolade, elle va se terminer au cimetière d'Ixelles, près de Bruxelles. Et moi qui ai passé 30 ans à Bruxelles, enfin, y aller toutes les semaines, j'aurais pu faire un pieux pèlerinage. Absolument. Parce que c'est une belle histoire d'amour. Il se suicide sur la tombe de sa maîtresse. Absolument, tout à fait. Vaut mieux se suicider sur la tombe de sa femme, de mon point de vue, mais enfin, voilà. Il n'a pas eu d'obstacle religieux à cause de ça. Et oui. Mais ce qui est important de l'affaire de Boulanger, et c'est ça qui, vous y voyez, on y voit tous, et à juste titre, une des origines du nationalisme français. Mais les nationalistes français ne se sont pas du tout recommandés de Boulanger, sauf Déroulède, qui a toujours dit j'ai été boulangiste, la Ligue des Patriotes, qui 10 ans après a fait son propre coup d'État, il l'a manqué lui aussi. Mais les autres
notamment Maurras, par exemple, l'Action française, ou l'autre, le nationalisme républicain. Oui. La patrie française, plus tard les Jeunesses patriotes, n'ont jamais revendiqué Boulanger comme un grand ancêtre. Alors, il faut vous remercier doublement de l'avoir ressuscité, en tout cas dans nos mémoires, c'est moi qui vous remercie. À ce livre absolument, à mon avis, définitif sur le sujet. Bien que vous disiez que rien n'est jamais définitif. Bertrand Joly, Aux origines du populisme, histoire du boulangisme, 1886-1891, publié aux éditions du CNRS. Merci beaucoup. Merci beaucoup.